Bienvenue sur TV5 Monde. Marie Pelletier, vous êtes historienne, spécialiste de la Syrie et professeure d'histoire en Belgique. Vous formez d'ailleurs des instituteurs à la matière de l'histoire. Et puis en face de vous, Ziad Alissa, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste franco-syrien, président de l'UOSSM, c'est l'Union des organisations de secours et de soins médicaux. Alors ma première question sera la même pour tous les deux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous dans le nord-ouest de la Syrie? Quel est l'enjeu de ce qui se passe ces jours-ci dans la région d'Idleb? L'enjeu pour moi, c'est surtout les populations civiles, c'est-à-dire qu'on est à 9 ans de conflit en Syrie, il faut quand même le rappeler, c'est un conflit qui s'est installé dans la longue durée, qui a commencé en 2011, et on a en fait fait face à une répression terrible du régime de Damas, qui en fait a mis en œuvre une politique de destruction, et on est au paroxysme de cette politique de destruction. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que face à ce régime, qui a des alliés, rappelons-le, notamment le régime de Poutine, il n'y a pas eu de soutien aux populations civiles et il n'y a pas eu de réel soutien aux démocrates non plus. Et donc là, on est dans une situation où les plus fragiles de la société syrienne, en quelque sorte, sont vraiment abandonnés et payent le prix fort. Exactement. Quel est l'enjeu de ce qui se passe en ce moment pour vous? Nous sommes devant une catastrophe humanitaire de jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment une catastrophe humanitaire. Il y a une population qui souffre et il y a un manque du tout dans cette zone de Idlib. C'est vrai, depuis le début de la guerre en Syrie, beaucoup de villes, beaucoup de régions syriennes ont payé un lourd tribut, mais ce qui se passe en ce moment dans la région d'Idlib dépasse tout ce qui s'est passé. Dépasse tout ce qui s'est passé avant. Malheureusement, là maintenant, ça se répète. On a déjà vu ça. On a vu quand même bombardement. Une politique de terreur, une politique de terre brûlée. On bombarde tout, on bombarde les hôpitaux, les écoles, les marchés, et après, hop, on avance pour rattraper. Les hôpitaux et les écoles sont la cible des bombardements? Oui, c'est un cible de bombardement. Il y a simplement, depuis le début de 2020 jusqu'à maintenant, presque 80 cibles, 89 endroits bombardés entre hôpital, centre de soins, et marché et école. Bombardé par l'aviation de Bachar el-Assad et par l'aviation russe? Bombardé par les aviations. Et on sait que l'aviation dans cette région-là. Et malheureusement, c'est les civils qui payent. Et c'est ça ce qu'on a vu dès le début. Lorsqu'on bombarde un hôpital, lorsqu'on bombarde les écoles, lorsqu'on bombarde les marchés, on bombarde la vie. Il n'y aura plus de vie. Les gens, c'est la terreur. Ils vont essayer de fuir. Et lorsqu'ils fuient, on voit les catastrophes humanitaires de ces déplacés. Justement, on parle près d'1 million de déplacés dans ce qui se passe en ce moment depuis un mois dans la région d'Idlib. Depuis un mois, il y a presque, on va arriver à 1 million de déplacés dans ces zones-là. Et où est-ce qu'ils vont quand ils fuient? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il ne reste pas grand-chose. Ils essaient d'avancer vers les frontières avec la Turquie. Les frontières sont fermées. Ces déplacés, ils sont coincés dans ces zones-là, avec les conditions de vie qu'on n'imagine pas là maintenant dans le XXIe siècle, qu'on ne trouve pas l'eau potable, qu'on ne trouve pas à manger, qu'on ne trouve pas pour se protéger de froid. Et le plus important, que ceux qui dépassent les frontières, qui viennent dans un pays limitrophe, ils sont inscrits dans le HCR et ils ont le droit des réfugiés. Malheureusement, ceux qui ont à l'intérieur de la Syrie se déplacés, ils n'ont pas inscrit, ils n'ont pas le droit. Il n'y a aucune aide à part les organisations humanitaires comme le nôtre qui essaient quand même d'aider ces populations-là. On va revenir sur la situation militaire. Marie Pelletier, pourquoi donc on a appris hier que 33 soldats turcs avaient été tués. Pourquoi le président Erdogan fait intervenir ces soldats en Syrie? Alors moi, je ne suis pas dans la tête d'Erdogan et je trouve que c'est toujours très compliqué d'essayer de comprendre les intérêts cachés des différents protagonistes. Même peut-être son intérêt pas caché, alors quel est son... Oui, mais non, mais en l'occurrence, Erdogan, comme beaucoup d'acteurs d'ailleurs dans ce conflit, il a fait un peu tout et son contraire en Syrie. À certains moments, il s'est montré plutôt en soutien à l'opposition syrienne. À d'autres moments, il a plutôt fait des pas vers Poutine et vers Assad. Donc je ne trouve pas qu'il joue un jeu très clair. Ce qui est évident, c'est qu'en fait, la Syrie, elle est devenue un peu le terrain de jeu, on va dire, d'autres puissances. Et surtout, les civils syriens dont on parlait sont devenus des espèces d'objets, on va dire, pour des velléités qui n'ont rien à voir avec eux, des velléités régionales. Alors, je pense que Erdogan, simplement, comme Poutine, comme Assad, il est dans un jeu d'influence. Il a toujours son obsession kurde? Très probablement, bien sûr, mais je ne suis pas sûre que c'est ce qui le motive à intervenir en Syrie spécifiquement. Mais je pense que c'est... il ne faut pas penser que les dictateurs, parce que c'est quand même un régime autoritaire, Erdogan aussi, il ne faut pas penser qu'ils ont une logique rationnelle et qu'ils ont une logique forcément où ils veulent soutenir des populations. Je pense qu'ils pensent surtout à préserver leurs intérêts personnels et qu'ils sont prêts à passer par tous les moyens. Alissa, pourquoi Erdogan est en Turquie, est en Syrie, selon vous?
Moi, je parle sur le plan humanitaire. Ouais, Moi, ouais. je sais quand même que la Turquie, il y a quand même à peu près 3 millions de Syriens en Turquie, donc ils sont sur les frontières. Il y a 1 million là maintenant qui sont coincés, que peut-être ils vont traverser les frontières. Donc la région, ça intéresse la Turquie. Nous, sur le plan humanitaire, c'est ça ce qui nous intéresse en tant d'ONG apolitique et humanitaire. Donc nous, on s'intéresse à l'humanitaire. Et comme on a dit, il y a un manque de tout. Nous, qu'on s'occupe de la médicale et de la santé, on a quand même déployé des ambulances pour transférer les blessés, des centres mobiles, des cliniques mobiles pour suivre ces déplacés là où ils sont, parce que comme on a dit, il y a un manque de tout. Les populations là-bas, elles ne trouvent pas à manger, à boire, et s'ils sont malades, ils ne trouvent pas de médicaments pour se soigner. En ce moment, vous avez encore des hommes sur place, des hommes et des femmes d'ailleurs, Oui, de votre organisation. Jusqu'à maintenant, dans notre organisation, il y a à peu près 2000 salariés à l'intérieur de la Syrie qui travaillent à l'intérieur de la Syrie. Qui parviennent encore à travailler dans la région d'Idlib malgré le bombardement. Dans la région d'Idlib, malgré le bombardement, parce que eux, ils sont originaires de là-bas. On sait quand même les conditions, ça devient de plus en plus difficile. Les médecins, lorsqu'un médecin part à l'hôpital pour travailler, il ne sait pas s'il va rentrer chez lui ou non. Et on sait quand même, malgré toutes ces conditions difficiles à travailler, les équipes médicaux sur place continuent à travailler. Et notre devoir, c'est de continuer à les aider pour qu'ils continuent à soigner les vies et à sauver des vies. Alors on l'a dit, donc 33 soldats turcs tués avant-hier en Syrie. Pour obtenir le soutien de l'OTAN et surtout de l'Union européenne, le président turc a mis ses menaces à exécution. Il a annoncé hier l'ouverture de ses frontières avec l'Union européenne. On regarde d'abord ce sujet d'Ossian Guanek et on en parle tout de suite après. Des sourires aux lèvres et un selfie avant le grand départ. Nous allons en Grèce. On a pris nos affaires et suffisamment d'argent. Nous sommes venus ici pour préparer des bateaux et l'équipement nécessaire. On peut traverser la frontière librement. La gendarmerie et plusieurs personnes nous ont dit que la frontière était ouverte. Ils ont dit « vous pouvez y aller n'importe quand ». C'est bien la raison de leur optimisme. Ce matin, un haut responsable turc a en effet annoncé qu'il n'empêcherait plus les migrants de franchir leurs frontières. Une décision prise lors d'un conseil extraordinaire organisé par le chef d'État Erdogan la nuit dernière. C'est une réaction directe face à la mort de 33 militaires turcs dans la région d'Idlib en Syrie. La nouvelle s'est donc très vite répandue. Des migrants venant de Syrie, mais aussi d'Irak, d'Iran ou encore d'Afghanistan ont décidé de faire leur bagage immédiatement. J'ai écouté les infos, c'est pour ça que je suis venu. Je veux aller en Europe. Face à cette arrivée en nombre, la Grèce a doublé ses patrouilles aux frontières terrestres mais aussi maritimes où des bateaux continuent d'arriver. Une situation qui inquiète les autorités locales. Sur l'île de Lesbos et ses voisines, plus de 38 000 migrants sont déjà entassés dans des camps surpeuplés. Marie Pelletier, comment est-ce que vous interprétez ce chantage du président turc ? Ben, en tout cas, je me rappelle surtout de la lâcheté européenne par rapport aux réfugiés. Je pense que c'est important de rappeler ça. C'est que l'Europe n'a vraiment pas pris sa part par rapport à toutes les catastrophes qui se passent pour le moment au Moyen-Orient, particulièrement pour le conflit syrien. Et rappelons-nous le deal qu'avait passé l'Union européenne avec Erdogan pour qu'il garde, entre guillemets, chez lui les réfugiés. En échange de plusieurs milliards d'euros. Exactement. C'était quand même éthiquement très problématique et aussi très fragile, parce qu'être prêt finalement à abdiquer de ses principes juste pour des raisons entre guillemets de sécurité, puis ne nous mentons pas, pour des raisons économiques aussi évidemment, c'est prendre le risque justement d'être à la merci de quelqu'un comme Erdogan qui, rappelons-le encore une fois, n'a pas une logique démocrate. Et c'est ça qui est en train de se passer. Moi je le vois, alors encore une fois je trouve que c'est très délicat de se mettre dans sa tête, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la revanche et qui est encore une fois terrifiant pour les populations et pour les réfugiés. Les migrants, les réfugiés, les jouets de la, j'allais dire, de la stratégie, de la diplomatie, du cynisme de la politique internationale. Malheureusement, c'est oui. Mais moi, que j'ai fait presque 30 allers-retours là-bas, je connais les gens là-bas. Moi, je pense que ce n'est pas leur premier choix. Leur premier choix est de rester chez eux. Si on veut vraiment éviter tout ça, il faut améliorer les conditions de vie à l'intérieur de la Syrie. Éviter les bombardements. Voir des zones avec safe, des zones en sécurité. Arrêter le bombardement, améliorer les conditions de vie des gens là-bas. Je pense que les gens, ils ne veulent pas quitter chez eux. Mais les conditions de vie quotidiennes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils demandent les gens là-bas? À manger, à se nourrir, à se protéger, à un toit. S'ils sont malades, la sécurité, c'est plus. Donc c'est ça ce qu'ils cherchent. Si on améliore les conditions de vie de ces gens à l'intérieur de la Syrie, ils ne vont même pas aller en Turquie. Et si on améliore la vie des gens dans les camps de réfugiés, ils ne veulent pas traverser pour venir en Europe. C'est une histoire de pouvoir vivre en sécurité chez eux. Marie Pelletier, Bachar el-Assad est en train de gagner la guerre de Syrie.
C'est ce qu'il essaye de nous dire et c'est ce qu'il proclame depuis des années maintenant, hein, qu'il est en chemin vers la victoire. Et hélas, on s'est fait beaucoup le relais de ce récit-là. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il ne tient plus son pouvoir tout seul. Sans Poutine, Assad, il n'est plus en mesure de tenir le territoire syrien. Il y a des millions de personnes qui sont en exil. Il y a un pays qui est détruit. Et donc, est-ce que c'est une victoire, une situation comme ça ? En plus, on n'est pas encore à la fin des conflits, contrairement à ce qu'il répète, puisqu'il parle déjà de la reconstruction, etc., alors qu'il est toujours en train de détruire, au contraire, le pays. Donc je pense que la guerre n'est pas finie. La Russie, Poutine dit qu'il veut la capitulation des terroristes. C'est les mots qui sont employés à Moscou. Et il y a encore beaucoup de djihadistes de l'État islamique en Syrie. Non, pas de l'État islamique, mais il y a encore des groupes djihadistes, évidemment, en Syrie, bien évidemment. Mais il y a aussi de l'ex-État islamique, de ce qui reste de l'État islamique. Oui, c'est ça. Mais on ne peut pas nier qu'il y a la présence des groupes djihadistes, évidemment, mais il faut surtout rappeler que cette rhétorique-là, c'est la rhétorique qui a été utilisée par le régime et ses alliés pour discréditer l'opposition syrienne dès le premier jour. Donc les démocrates ont été assimilés à des djihadistes dès le premier jour. Et donc maintenant, ils jouent toujours sur cette confusion. Les personnes qui sont tuées à Idlib sont majoritairement des civils qui n'ont rien à voir avec des groupes armés. Ouais. Un dernier mot pour Ziad Alissa. Les civils syriens, est-ce qu'ils attendent encore quelque chose des Occidentaux? Il attend l'aide humanitaire. Il attend l'aide humanitaire, il attend de vrais couloirs humanitaires. Il attend quand même que ces ONG qui travaillent sur place, qui ont le moyen pour continuer à travailler, pour continuer à offrir la santé, pour continuer à offrir la sécurité là-bas sur place. Les enfants syriens meurent de froid. Nous sommes dans le 21e siècle. On a vu l'histoire de Iman, la petite que son père, il a essayé de l'amener dans un hôpital, et il a pris dans ses bras, il a marché pendant 2 heures, et arrivé là-bas, elle était morte. Ouais. Donc il attend quand même qu'on continue à lui donner les moyens pour vivre sur place. Merci beaucoup Ziad Alissa, merci Marie Pelletier d'être venue parler de la situation dramatique en Syrie et notamment pour les populations civiles. Place maintenant à la chronique culture.